Les hauts dirigeants politiques et chefs d'entreprise sont réunis à Davos cette semaine. C'est le Forum économique mondial qui se déroule en Suisse. Et parmi les priorités, le dossier du climat. J'en parle avec Valérie Boisclair, journaliste spécialisée en environnement. Allô, Valérie. Bonjour. Alors, la crise climatique, on réalise finalement que ça préoccupe les ténors de l'économie? Bien, c'est ce qu'ils nous disent. Du moins, ils réalisent que l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur l'économie mondiale, c'est les changements climatiques, ou du moins de ne pas être en mesure d'atténuer les effets de ces changements climatiques. Parce qu'on l'a bien vu, on le sait, là, les conditions météorologiques extrêmes, les événements comme les feux de forêt, les inondations, les vagues de chaleur, comme on a vu en 2023, ça coûte très cher. Oui, ça a beaucoup d'impact économique, Exactement. justement. Pour vous donner une idée, juste au Canada, l'an dernier, les dommages assurés par les compagnies d'assurance qui ont été causés par des catastrophes naturelles, ça s'élevait à plus de 3 milliards de dollars pour une deuxième année d'affilée, selon le Bureau de l'assurance du Canada. Donc, on peut comprendre pourquoi l'élite économique et politique réunie à Davos s'y intéresse. D'ailleurs, c'est pas la première année que ça revient à l'agenda, mais voilà, cette année, l'un des principaux thèmes du forum, c'est celui d'une stratégie long terme pour le climat, la nature et l'énergie. Donc, on va discuter de comment tripler, par exemple, les énergies renouvelables dans les prochaines années, comment mener à bien cette transition énergétique de façon juste et équitable pour rendre notre économie plus résiliente aux aléas climatiques, comment, par exemple, éviter une crise des minéraux critiques là, qui sont essentiels pour la composition des batteries des véhicules électriques et des panneaux solaires notamment. Vous savez, Caroline, en 2023, à la COP28 à Dubaï, les pays se sont quittés en se disant on va sortir des énergies fossiles, on va faire la transition plutôt hors des énergies fossiles. Ça veut dire qu'on va délaisser progressivement le pétrole, le charbon, le gaz. Donc, il va falloir trouver des alternatives, se tourner vers les énergies renouvelables. Et cette transition, bien, il faudra la financer et rapidement. Il y en a plusieurs des grands événements comme ça où on parle d'environnement. Et pour Davos, c'est quoi le poids réel des décisions qui sont prises là-bas? Bien, Davos, c'est certain que ça a une réputation. Hein? C'est un grand sommet économique qui réunit beaucoup de gens, mais c'est pas le seul sommet économique dans l'année. Donc, comment dire, les décisions contraignantes, c'est pas à Davos qu'elles sont prises. Elles sont prises par les États lorsque les représentants du gouvernement reviennent à la maison. Je vous dirais qu'historiquement, ça a tout de même été un endroit où on a réussi, par exemple, à désamorcer certaines tensions géopolitiques, certains conflits. Mais en matière de climat, strictement, écoutez, il y a près de 3000 participants là-bas, dont des dirigeants politiques qui se demandent comment mener à bien cette transition énergétique. Et justement, on a des chefs d'entreprise qui sont là aussi à Davos, qui vont dire, écoutez, nous, on a peut-être cette solution technologique, précisons-le, qui pourrait vous aider à résoudre ces problèmes-là. Donc, on peut imaginer qu'ils sont là pour établir des contacts, essayer ultimement d'avoir des contrats. J'ajouterais que Davos, oui, c'est la réunion des riches et puissants de ce monde, mais c'est, comme le nom le dit, un forum. Donc, c'est un lieu où on débat, où on discute, où on échange. Il y a des patrons d'entreprises, des patrons des grandes banques, des chefs d'État, mais aussi des universitaires, des représentants d'ONG, des militants. On se rappelle, on a déjà vu la jeune Greta Thunberg livrer un vibrant plaidoyer devant l'élite mondiale, manifester aussi, pas plus tard que l'année dernière, pour dénoncer l'inaction climatique puis les dommages causés par les plus riches. Bien, justement, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ces dommages-là, un peu pour leur mettre un peu en plein visage? Ils sont tous là au oui, forum. Bien, c'est justement une critique qui est formulée chaque année, particulièrement autour de ce forum-là. On a les plus nantis de la planète qui s'envolent dans leur jet privé pour se rendre à Davos. Et là-bas, ils discutent des solutions aux problèmes dont ils sont la cause, en réalité. Parce que le modèle qui est mis de l'avant là-bas est beaucoup axé sur la production et la consommation. Mais je regardais les chiffres, c'est assez parlant. Le fameux 1 %, donc les plus riches de la planète, ils émettent à eux seuls 16 % de toutes les émissions de CO2 sur le globe. C'est ce que nous dit Oxfam dans un récent rapport. Ça, c'est plus que l'ensemble de toutes les émissions générées par les voitures et le transport routier en une année sur le globe. C'est aussi autant de CO2 que ce qui a été généré par
vers les 5 milliards de personnes les plus pauvres de la planète. On parle ici de près donc du 2/3 de l'humanité. Et ça donne le vertige, hein, finalement, tous ces chiffres-là. Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant que ces 5 milliards de personnes-là s'appauvrissent, en fait, que, vu le contexte économique, l'écart se creuse entre plus riches et plus pauvres. Bien, on apprenait en début de semaine que les 5 personnes les plus riches de la planète, dont font partie notamment Jeff Bezos et Elon Musk, eux ont réussi à doubler leur fortune depuis 2020. Donc voilà, tout ça pour... C'est vraiment intéressant de voir comment l'environnement se taille une place dans ce forum-là. Il reste à voir quelles sont les solutions réelles qu'on pourra mettre en œuvre. Merci beaucoup, Valérie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.